Je reviens à Le Prince comme on revient dans une pièce où, il y a des années, quelqu'un a allumé une lampe trop forte. Le livre n'a pas changé, moi, si. Quand on lit Machiavel tôt, on lit souvent comme on chercherait du poison, des phrases pour avoir l'air plus malin, du cynisme comme armure, une autorisation élégante de faire ce qu'on avait déjà envie de faire. Mais quand on relit avec l'âge où l'on a déjà vu des gens bien se faire avaler, et des gens intelligents devenir des statues, le texte se déplace à l'intérieur de la poitrine. Il cesse d'être un manuel de méchanceté et devient une anatomie froide du pouvoir et de la manière dont le pouvoir se nourrit non seulement de la force, mais aussi de notre besoin de croire qu'il existe un ordre. Machiavel écrit dans un monde qui ne pardonne pas l'innocence. Une Italie fragmentée, des cités-États, des alliances qui durent moins longtemps qu'un dîner, la trahison comme méthode, la guerre comme routine. Il n'est pas dans le confort d'un cabinet académique, il regarde un échiquier où la morale publique est, très souvent, une fantaisie dont les faibles ont besoin pour dormir, et que les forts utilisent pour gouverner. Et c'est important, Le Prince, né d'une expérience d'instabilité réelle, d'un homme qui a vu le pouvoir de près et qui en a été expulsé. Il y a là quelque chose comme une confession amère, comme si l'on disait, « Tu veux commander ? Alors arrête de faire semblant que le monde est juste. » Le mot qui me poursuit dans ce livre est un mot que beaucoup répètent sans vraiment le sentir, « vertu ». Ce n'est pas la vertu au sens chrétien, ce n'est ni la bonté ni la pureté. La vertu, c'est la compétence de survivre dans le chaos. C'est une énergie, une intelligence pratique, un courage d'agir, une lecture fine des hommes et du temps. C'est cette qualité difficile à nommer que l'on reconnaît chez ceux qui traversent des crises sans s'effondrer, et, parfois, sans remords. La vertu, c'est ce que l'adulte appelle le sens de la manœuvre, le sens politique, quand il veut éviter d'appeler ça par un mot plus dur, la froideur. Et, en face, il y a la fortuna. La fortuna, ce n'est pas seulement la chance, c'est l'élément incontrôlable, la marée, le hasard, l'épidémie, la guerre, le changement d'humeur de la foule. C'est ce qui te rappelle, avec une cruauté tranquille, que tu n'es jamais aux commandes entièrement. Machiavel ne dit pas « ignore la chance ». Il dit plutôt « traite-la comme une ennemie à apprivoiser ». Autrement dit, prépare-toi, anticipe, construis des défenses, parce que le monde change, et il ne te demandera pas la permission. Tu comprends pourquoi ce duo, Virtu et Fortuna, frappe autrement à la maturité. À 20 ans, tu crois encore que la vertu suffit. À 50 ans, la vie t'a déjà donné trop de coups de hasard pour que tu gardes cette foi intacte. Tu apprends que la compétence n'immunise pas contre l'existence. Et, justement pour cela, la tentation de tout contrôler augmente. Le livre effleure cette tentation avec des doigts froids. Il te dit que la fortuna est comme un fleuve violent, si tu attends la crue pour construire des digues, tu as déjà perdu. Et si tu traduis cette phrase dans la vie réelle, elle devient presque une malédiction adulte. Combien de crues as-tu déjà traversées sans digue, avec pour seules armes l'improvisation et l'orgueil? Maintenant, le point qui scandalise et qui séduit aussi, c'est la morale de Machiavel. Il décrit un prince qui doit apprendre à ne pas être bon, s'il veut conserver l'État. Beaucoup s'arrêtent là et crient, cynique. Mais ce qu'il fait, en réalité, c'est séparer deux éthiques que nous mélangeons pour nous sentir propres, l'éthique privée et l'éthique du gouvernant. La morale d'un individu qui veut être juste dans ses attachements n'est pas la même morale que celle de quelqu'un qui porte la responsabilité de maintenir un ordre, d'éviter une guerre civile, d'empêcher un ennemi de prendre le territoire. C'est un dilemme répugnant, mais un dilemme réel. Si tu gouvernes des hommes comme s'ils étaient des anges, tu perds face à des hommes qui gouvernent comme s'ils avaient affaire à des hommes. Et c'est là que Machiavel glisse une idée qui irrite ceux qui aiment la pureté, la politique n'est pas l'endroit où tu prouves ta sainteté. La politique, c'est l'endroit où les conséquences apparaissent. Peu importe à quel point tu te sens bon à l'intérieur, ce qui compte, c'est ce que tes actes produisent à l'extérieur. Et si tu y penses honnêtement, cela vaut bien au-delà d'un palais. Cela vaut dans l'entreprise, dans la famille, dans les groupes, dans l'amitié. Combien de fois s'est-on absous en disant « mon intention était bonne », alors que le dégât est là, vivant, en face de nous? L'une des questions les plus célèbres du livre est celle que tout le monde répète comme une plaisanterie de comptoir, vaut-il mieux être aimé ou être craint? Machiavel répond avec une froideur qui met presque mal à l'aise, idéalement, les deux, mais si ce n'est pas possible, il est plus sûr d'être craint. Pas parce qu'il adore la cruauté, mais parce que l'amour dépend de l'humeur, de la gratitude, de la mémoire, et la mémoire humaine est courte. La crainte, quand elle est bien administrée, est plus stable. Remarque ce « bien administré », il ne défend pas une terreur aveugle. Il dit que si tu utilises la crainte,
fais-le avec calcul, pour que la punition paraisse inévitable, et non capricieuse. C'est sinistre, parce que c'est vrai. Ce que nous appelons autorité cache souvent de la crainte. Même l'autorité la plus douce porte une limite implicite. Le problème, c'est quand la limite devient une méthode permanente. Et là intervient une subtilité machiavélienne dont on parle trop peu, le prince doit éviter d'être haï. La crainte peut tenir, la haine détruit. La haine fabrique la conspiration, fabrique le désir de vengeance, fabrique cette énergie souterraine qui renverse des régimes et des familles. Un père peut être craint et respecté, mais s'il est haï, les enfants finissent, un jour, par se libérer avec rancune. Un chef peut être ferme, parfois dur, mais s'il est haï, l'équipe travaille en silence à sa chute. La haine, c'est la vengeance qui attend son heure. Puis Machiavel parle de l'usage, bien fait, de la cruauté. Le mot griffe, forcément. Mais l'idée est simple et effrayante, si la violence est inévitable, qu'elle soit rapide, concentrée, exemplaire, puis que vienne la stabilité. Une cruauté étalée, quotidienne, sans fin, fabrique l'instabilité et le ressentiment. Autrement dit, le pouvoir, quand il doit frapper d'une manière qui ressemble à une clôture, pas à une addiction. Et cela révèle quelque chose de l'esprit politique, il pense en termes de climat émotionnel collectif. Il sait que gouverner, c'est administrer des perceptions, pas seulement des faits. Et là, on touche au cœur le plus moderne du livre, paraître. Machiavel dit sans détour que le prince doit paraître vertueux, même s'il ne l'est pas paraître pieux, juste, fidèle, humain, parce que les hommes jugent davantage avec les yeux qu'avec les mains, davantage par l'apparence que par la réalité, puisque peu touchent la vérité et beaucoup sont touchés par l'image. C'est un texte qui parle directement à notre siècle, simplement sans écran. Tu vis dans un monde où l'image est une monnaie. Et quand l'image devient une monnaie, la morale devient du marketing. Mais attention, ce n'est pas seulement l'hypocrisie. C'est une thèse sur la psychologie des masses. Les gens ont besoin de croire à un récit pour obéir. Ils ont besoin de symboles. Ils ont besoin d'une stabilité émotionnelle. Si la réalité est nulle, je fais parce que je peux, l'obéissance se transforme en révolte. Alors le pouvoir apprend à se raconter des histoires sur lui-même. Et nous, parce que nous voulons dormir, nous faisons semblant d'y croire. Parce que croire est plus confortable que regarder en face la brutalité d'une idée, souvent, c'est la force qui décide. Au fond, Machiavel dit ceci, le pouvoir ne tient pas seulement par l'épée, il tient par le théâtre. Et le théâtre le plus efficace est celui où le public participe. La métaphore du lion et du renard est un autre scalpel. Le lion, c'est la force, l'intimidation, la présence. Le renard, c'est la ruse, la lecture du terrain, le détour, l'illusion. Un lion seul tombe dans les pièges. Un renard seul se fait dévorer par les loups. Le gouvernant doit être les deux. Et traduit dans la vie adulte, cela devient un portrait inconfortable de la maturité en milieu compétitif, il faut être compétent, et il faut être malin. Il faut de la fermeté, et savoir reculer. Il faut savoir dire non clairement, et oui avec calcul. Sauf que le prix de cette plasticité est intérieur, tu peux devenir quelqu'un qui ne sait plus qui il est quand il ne joue pas. J'insiste parce que cela touche directement ceux qui m'écoutent. Machiavel n'enseigne pas la méchanceté, il décrit ce qui arrive quand on entre dans une zone où la naïveté est punie. Sauf qu'une description peut devenir une permission. Et c'est là le danger. L'adulte fatigué, blessé, déçu, lit « Le Prince » et se dit « Alors c'est ça, j'étais naïf ». Et il commence à construire un moi stratégique, une persona qui ne perd jamais, ne cède jamais, ne fait jamais confiance. On devient prince au travail, dans le couple, dans l'amitié. Et quand on devient prince partout, on perd une chose très simple, l'intimité. Je voudrais que tu gardes, à la fin de cette première vidéo, cette sensation ambiguë que le livre provoque quand on le lit vraiment. D'un côté, il donne de la lucidité, le monde n'est pas une salle de catéchisme. De l'autre, il tend du poison, la tentation de transformer la vie en échiquier. Et je te pose la question sans te laisser une sortie confortable, où, dans ta vie, es-tu devenu trop renard? Ou es-tu devenu trop lion? Et lequel de ces animaux appelles-tu maturité, pour ne pas dire que tu as peur? J'ai dit que Machiavel offre lucidité et poison. Je veux maintenant parler du poison qui ressemble à un remède, la transformation de la stratégie en identité. Parce que c'est cela que le prince peut faire à celui qui le lit trop tard, trop fatigué, trop blessé.
On commence à utiliser ses idées pour se défendre, et puis on réalise qu'on vit comme en campagne permanente. Toujours à gérer l'impression, toujours à calculer l'impact, toujours à peser les mots. On devient gestionnaire de sa propre âme. Et une âme trop gérée devient stérile. Ce qui est le plus cruel, pour moi, ce n'est pas la défense de la crainte. C'est la naturalité avec laquelle il remplace l'être par le paraître. Dès que tu acceptes que paraître vertueux est plus important qu'être vertueux, tu ouvres une porte qui se referme mal. Parce que paraître n'est pas seulement mentir, c'est un mode de vie. C'est se réveiller en pensant déjà à l'effet produit. C'est agir en pensant déjà à la lecture qu'on fera de toi. C'est choisir les mots non pour leur vérité, mais pour leur utilité. Et l'utilité, quand elle prend la place de la vérité, crée un vide particulier, le vide de l'homme qui ne se trouve plus en dehors du miroir de l'autre. Le pouvoir, dans ce sens, ressemble à une religion sans Dieu, mais avec des rites. Il faut répéter des gestes, des signes, des postures. Distribuer des récompenses, des menaces, des caresses calculées. Être vu au bon endroit, avec la bonne personne, au bon moment. Paraître calme quand on panique. Paraître humain sans être vulnérable. Et paraître humain est l'une des choses les plus modernes et les plus perverses, on apprend à performer l'empathie. On apprend à dire « je comprends » comme une technique. Et quand l'empathie devient technique, l'autre devient outil. Si tu crois que tout cela ne concerne que la politique institutionnelle, regarde autour de toi. La vie adulte est devenue, en grande partie, une gestion de réputation. Dans l'entreprise, tu l'apprends vite, la compétence est nécessaire, mais pas suffisante. Il faut être perçu comme compétent. Perçu comme aligné. Perçu comme facile. Et facile signifie souvent ne pas menacer. Ne pas trop questionner. Ne pas trop exposer. Ne pas avoir d'émotions difficiles. On apprend à devenir une version éditée de soi-même. Et quand on édite pendant des années, un jour, on oublie l'original. Au fond, Machiavel dit que la politique n'est pas une bataille d'essence, mais une bataille de récit. Celui qui contrôle le récit contrôle l'obéissance. Et appliqué au monde actuel, cela prend une ampleur qu'il n'aurait pas imaginée, les réseaux sociaux ont fait de chacun un petit prince. Chacun gouvernant son image, son public, sa tribu. Chacun choisissant ce qu'il montre, ce qu'il cache, ce qui a l'air vrai. La vertu moderne, pour beaucoup, est devenue cela, savoir opérer le regard de l'autre. Et alors vient la question que personne n'aime, qu'est-ce que cela fait au caractère? Parce que le caractère n'est pas un discours, c'est une habitude. Si tu passes des années à mentir légèrement au maître, ajuster, performer, tu crées un muscle. Au début, tu le fais pour survivre. Ensuite, tu le fais par réflexe. Et quand quelqu'un te demande une sincérité simple, tu n'y as plus accès. Tu ne sais plus être simple. Tu as perdu le chemin de la maison. Ici, la morale machiavélienne rencontre notre morale privée et crée une fissure. Le livre suggère que pour gouverner, il faut accepter d'agir parfois contre certaines vertus, quand c'est nécessaire. Sauf que « nécessaire » est un mot élastique. Il grossit vite. Et c'est là le danger, ce qui commence comme exception devient style. Ce qui commence comme situation limite devient mode de vie. On ment une fois pour éviter un problème. Ensuite on ment pour éviter un malaise. Ensuite on ment pour garder le contrôle. Et un jour, on devient quelqu'un qui vit surtout pour éviter. Machiavel parle aussi de gratitude, et là cela devient amer. Il sait que les hommes oublient vite les bienfaits, mais se souviennent longtemps des offenses. Cela signifie que gouverner par bonté continue est un investissement incertain. Et cela rejoint la vie adulte d'une manière cruelle. Combien de fois as-tu fait ce qui était juste, aidé, été loyal, pour finir sans reconnaissance? Combien de fois as-tu été trop bon et traité comme naïf? Ces expériences poussent vers le machiavélisme non comme philosophie, mais comme défense, je ne me ferai plus avoir. Sauf qu'en faisant cela, tu risques de perdre précisément ce qui rendait ta vie vivante, la capacité de donner sans calcul. De faire confiance sans contrat. D'être généreux sans tableur. Machiavel ne s'en préoccupe pas parce qu'il parle de l'État, pas de l'âme. Mais nous sommes l'État et l'âme en même temps. Nous gouvernons des choses, une maison, un travail, des relations et en même temps nous devons rester humains. Le conflit est inévitable. Il y a, dans Le Prince, une dimension presque tragique, la solitude de celui qui décide. Le choix final est le tien.
Tu peux écouter des conseils, mais tu choisis. Et quand tu choisis, tu portes la culpabilité. Même quand tu choisis bien. Même quand tu choisis pour le bien. Cela vaut pour les parents, les leaders, les chefs, tous ceux qui ont une responsabilité réelle. Et peut-être que c'est pour cela que beaucoup fuient la responsabilité, non par paresse, mais par peur de la culpabilité. Machiavel décrit le gouvernant idéal comme quelqu'un qui supporte cette culpabilité sans s'effondrer, qui supporte même l'impopularité quand c'est nécessaire. Mais la question intime demeure, supporter la culpabilité, est-ce que cela ne t'endurcit pas? Et s'endurcir, est-ce que cela ne te déshumanise pas? C'est le prix spirituel du pouvoir, on commence à traiter les personnes comme des variables. À penser en termes d'effet, pas de visage. À appeler la douleur, dommage collatéral. À appeler la trahison, mouvement. Et si l'on ne fait pas attention, on finit par appeler l'amour, faiblesse. Le livre, lu sans défense, est aussi un avertissement contre cela, même quand il a l'air de le célébrer. J'aime introduire ici une image presque religieuse, parce que Machiavel est, sans le vouloir, un théologien du monde sans Dieu. Dans le christianisme, le pouvoir est toujours suspect parce qu'il corrompt, et l'antidote serait l'humilité, la confession, la limite. Machiavel, au contraire, décrit un pouvoir qui se légitime par le succès, si tu maintiens l'État, c'est juste. C'est une éthique du résultat. Sauf que le résultat peut justifier presque n'importe quoi. Et quand tu vis ainsi, tu risques de perdre le sens du péché, pas au sens religieux, mais au sens de rupture intérieure, de perte d'intégrité. Tu fais des choses qui marchent et pourtant te laissent plus pauvre. Dans le monde actuel, on voit cela partout. Ça a marché de vendre son âme pour un poste. Ça a marché d'avaler une humiliation pour garder la stabilité. Ça a marché de mentir pour éviter un conflit. Ça a marché de performer la joie pour ne pas être rejeté. Ça a marché. Mais est-ce que tu es devenu meilleur? Ou seulement plus adapté? L'adaptation peut être une victoire sociale et une défaite intime. Et cette question, Machiavel ne la traite pas, ce n'est pas son rôle. C'est le nôtre. Et c'est ici que je veux te mettre au centre, sans te servir un discours de motivation. Le Prince n'est pas seulement un livre sur les gouvernants d'État. C'est un livre sur n'importe qui doit tenir une position au milieu de forces hostiles. Peut-être es-tu devenu prince dans ta propre vie sans même t'en rendre compte. Peut-être gères-tu ta maison comme un petit État, distribuant récompenses et punitions, contrôlant le climat, évitant les révoltes. Peut-être gères-tu ton travail comme un territoire en dispute, calculant des alliances, évitant des ennemis, essayant de ne pas être haï. Peut-être gères-tu ton image comme si c'était un royaume, par peur de perdre du prestige. Et peut-être que cela te coûte des nuits. Alors la dernière question que je te laisse, ce soir, est une question sans ruban. Quand tu as appris à gouverner, qu'est-ce que tu as sacrifié? Tu as sacrifié la spontanéité, l'honnêteté, la tendresse, le courage de dire vrai, la capacité d'être aimé sans être craint? Et si tu as sacrifié, était-ce nécessaire, ou était-ce plus confortable? Je ne vais pas faire semblant qu'il existe une sortie propre. Parfois, la vie exige de la dureté. Parfois, elle exige de la stratégie. Parfois, elle exige du silence et du calcul. Le problème, c'est quand tout cela devient ta maison. Quand tu ne sais plus sortir du personnage. Quand tu n'arrives plus à redevenir simplement quelqu'un, sans couronne et sans public. Le prince peut sauver le royaume et perdre l'âme. Et peut-être que le plus grand geste de maturité n'est ni être machiavélien, ni être naïf. Peut-être que c'est de savoir quand utiliser le renard, quand éteindre le lion. Et surtout, de savoir quand poser la couronne, pour ne pas perdre le visage. Si ce classique t'a laissé cette inquiétude qui n'est pas de la colère, mais une forme de reconnaissance, dis-le-moi en commentaire, une phrase, simplement. Et si tu veux continuer à revenir à des livres comme celui-ci avec moi, dans ce ton d'essai narré, mi-confession, mi-autopsie, laisse un like et abonne-toi. Pas comme un rituel automatique, mais comme un signe qu'il existe encore quelqu'un, de l'autre côté, qui essaie de comprendre, sans illusion facile, le prix de vivre dans le monde réel.